aujourd'hui, nous allons faire ce webinaire sur le foncier et l'urbanisme. Donc, l'objectif en fait de ce webinaire d'1 heure est de mieux cerner les acteurs et les outils du foncier et de l'urbanisation. Donc, avant de débuter, je vais me présenter. Je suis Emmanuelle Le Duris, je suis chargée d'animation territoriale sur une des antennes de la Chambre d'agriculture basée à Saint-Ségal dans le Finistère. Donc, je serai l'animatrice de ce webinaire et je serai secondée par Véronique Taleb, qui est responsable d'équipe territoire sur le Finistère et les Côtes-d'Armor et qui aura le rôle de modérateur du chat et qui animera le temps d'échange à partir des questions que vous nous aurez posées sur le chat. Au niveau du programme de ce webinaire foncier urbanisme, nous allons avoir deux parties, deux présentations thématiques d'environ 20 minutes. Donc la première sur le foncier, les outils, les acteurs, et la seconde sera plutôt axée sur l'urbanisme. Donc un temps d'échange après chaque partie sera mis en place. Et enfin, on terminera par une présentation sur l'accompagnement des collectivités par la Chambre d'agriculture. Ouais. Mais avant toute chose et avant de commencer donc à rentrer dans le sujet, je vais passer la parole à Gaëtan Le Seyec, qui est élu à la Chambre d'agriculture et qui va nous introduire le webinaire. Voilà, merci. Gaëtan, je te passe la parole. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Gaëtan Le Seyec. Je suis agriculteur sur la commune de Guerne, à côté de Pontivy. Et donc, je suis élu à la Chambre d'agriculture du Morbihan, vice-président, et donc élu aussi pour être élu référent des territoires bretons, qui sont au nombre de 20. Et donc, j'ai en charge dans les territoires la partie urbanisme. Donc, je vous remercie de votre participation à ce webinaire. Pour les inscriptions sur ce webinaire, ils sont importantes. Ça montre que cette partie foncier en liaison avec l'agriculture, puisque c'est le support quand même de la partie urbain, est importante et certainement beaucoup de questions de votre côté. Donc, on va essayer d'apporter un maximum de réponses et vous éclairer sur le fonctionnement un peu de la Chambre d'agriculture vis-à-vis de l'urbanisation. Alors, je ne vais pas être très long sur l'intro parce qu'il est important qu'on ait tout l'ensemble de ce webinaire qui se passe au plus vite et après avoir aussi des éléments de questions et de réponses qui puissent être apportés. Juste vous rappeler que sur la partie Bretagne, l'agriculture, par sa SAU, occupe 60 à 65% du territoire. Donc, c'est un élément quand même important à prendre en compte et que c'est sur cette partie-là que se passe l'urbanisation. Elle est de partie consommation pour l'économie, hein. Elle est aussi pour l'habitat. Elle est aussi pour la partie développement et aussi pour nous, sur toujours cette partie économique, la partie agricole aussi, par nos exploitations. Et tout ça fait qu'à un moment donné, on a une consommation foncière et c'est vraiment un élément où nous, élus Chambre d'agriculture, où on porte toujours notre attention à veiller à ce que cette consommation foncière soit le plus juste dans sa durabilité. Et donc, les outils qui sont en place pour la partie foncier qui nous est attribuée sur la partie agricole, on a différents outils qui vous seront présentés. Qui apporte une certaine forme pour nous d'accès et en même temps qui soit un outil pour que l'agriculture perdure. Et c'est un élément important dans le contexte actuel où cette partie aménagement foncier autour des exploitations, vous verrez dans ce diaporama, est un élément où nous attirons l'attention aussi de votre côté pour qu'on puisse avoir nos exploitations demain encore sur une partie qui est essentielle, qui est notre élevage. Vous rappelez aussi que sur les différents outils de l'urbanisme, qui sont les PLU ou les PLUI, les SCOT et le STRADED, sont des outils où nous accompagnons les collectivités, où nous apportons aussi notre vue. On pourrait croire que nous sommes contre ce développement économique. On est plutôt à être attentifs. Nous, le zéro consommation qui était amené par le STRADET,
On ne le partage pas à 100% parce qu'on a cette vision aussi que notre territoire a besoin de développement économique, mais qu'elle soit faite en partenariat avec les agriculteurs, avec la chambre d'agriculture. On est au niveau local vraiment l'instance de concertation et ce que l'on demande auprès de vous, c'est qu'on soit vraiment mis dans cette boucle pour que cette discussion puisse être partagée. C'est un élément tellement essentiel. Donc, on va tout de suite aborder donc, ce webinaire et donc, je laisse la parole à la personne qui va prendre le premier niveau, le foncier agricole. Merci Gaëtan. Donc effectivement, nous allons passer la parole à Valérie Danielou, donc, qui est chargée de mission foncier à la Chambre d'agriculture de Bretagne, donc, qui va nous présenter les outils et les acteurs du foncier. Valérie, c'est à toi. Merci. Merci. Bonjour, donc Valérie Danielou. Je vais ce matin donc vous parler du foncier agricole sous 3 aspects. Le premier, donc comment trouver du foncier agricole à exploiter. Ensuite, quelles sont les démarches à faire lorsque l'on veut exploiter du foncier agricole. Et enfin, comment accompagner l'organisation du parcellaire agricole. Donc, lorsque l'on cherche du foncier à exploiter, la première démarche à réaliser est effectivement d'aller contacter les agriculteurs en place qui vont bientôt céder leur exploitation, contacter aussi les propriétaires. Mais il existe aussi des acteurs du foncier agricole qui ont pour mission d'accompagner l'installation et la transmission des exploitations professionnelles agricoles. Donc, il s'agit des SAFER, de l'association Terre de Liens et du répertoire départ installation. Donc, les SAFER, ce sont les principaux opérateurs du foncier en zone agricole. En tant qu'élu, vous connaissez peut-être le PF qui intervient en zone urbaine. Et donc, sur le secteur agricole, ce sont les SAFER qui interviennent en majorité. Donc, les SAFER ont été créés en 1960 par la loi d'orientation agricole et leurs missions ont été revisitées donc, en 2014. Leurs objectifs sont les suivants: la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers, donc en favorisant l'installation et le maintien des exploitations agricoles. Il y a aussi l'accompagnement des projets de développement durable des territoires ruraux, la protection des espaces naturels et la transparence du marché foncier. Alors, comment les SAFER assurent-elles la transparence du marché foncier? Toutes les notifications de vente doivent être notifiées à la SAFER par les notaires. Donc, tout mouvement foncier sont transmis à la SAFER. Donc, il y a ainsi le moyen d'analyser l'ensemble des transactions et les prix du foncier. Donc, la SAFER, comment ça fonctionne? Donc, la SAFER travaille par acquisition du foncier. Donc, en général, elle le fait à l'amiable. Donc, elle va acheter du foncier. En 91% des transactions se font à l'amiable en Bretagne. Elle peut aussi intervenir par préemption. Donc, suite à cet achat, la SAFER va publier donc, dans les journaux officiels les offres de vente et les exploitants intéressés vont faire acte de candidature. Donc, ces candidatures sont ensuite examinées en comité technique SAFER. Donc, ce comité technique est composé des syndicats agricoles, des banques, de la MSA, de représentants de l'association des maires, du département. La DDTM est présente, ainsi que la région. Donc, ce comité technique SAFER va émettre un avis favorable au projet qui va s'inscrire le mieux dans les objectifs de la SAFER, que l'on a vu tout à l'heure, et du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Donc, cet avis-là doit être ensuite validé par les commissaires du gouvernement. Donc, ce sont des fonctionnaires qui sont désignés et siègent au conseil d'administration de la SAFER. Donc, suite à ça, l'agriculteur se voit attribuer les terres qu'il va acheter. Mais parfois, les porteurs de projets, les jeunes qui souhaitent s'installer, n'ont pas les moyens d'acheter la terre. Et donc, la SAFER a mis en place, en partenariat avec les banques, un système de portage du foncier. C'est-à-dire qu'elle garde en réserve foncière pendant 5 à 10 ans les terres et les met à disposition en location aux jeunes agriculteurs. Lui s'engage à faire une acquisition différée de ces parcelles au bout de 5 à 10 ans. La SAFER peut aussi accompagner
par la création de GFA, donc elle récolte de l'épargne locale, achète le foncier et le met en location à l'exploitant. La région SAFER a aussi mis en place depuis quelques années donc un financement qui permet la mise en place de réserves foncières par la SAFER, donc de la même manière, pour faciliter l'installation des jeunes, mais en agriculture biologique ou en circuit de proximité. Donc la région finance la mise en réserve pendant 4 ans maximum. Il y a eu 6 dossiers de ce type accompagnés en 2020. Donc, quelques chiffres le travail de la SAFER. Donc, en 2019, en Bretagne, il y a eu 38 000 hectares de foncier agricole qui ont changé de main. Sur ces 38 000 hectares, la SAFER en a acheté 6 400, on va dire, à l'amiable et a préempté près de 600 hectares. Donc, sur l'ensemble de ces terres donc, a été réattribué ensuite. Ces réattributions ont permis l'installation de 115 jeunes agriculteurs, donc ça représente 41% des terres qui sont allées à l'installation. 22% ont permis une réorganisation du parcellaire agricole, 34% sont allés à l'agrandissement d'exploitation et près de 22% de l'ensemble du foncier attribué par la SAFER a été fléché vers l'agriculture biologique. Donc, deuxième structure qui peut accompagner les porteurs de projets en recherche de foncier. C'est l'association Terre de Liens, que vous connaissez peut-être. Donc, elle a été créée en 2006 en Bretagne. Elle agit à travers 2 outils, donc la foncière Terre de Liens. Donc, la foncière va collecter l'épargne via la banque, la NEF. Grâce à cette épargne, va acheter des terres et des exploitations, va les mettre en location via des baux ruraux environnementaux. Elle a aussi comme outil la fondation Terre de Liens. Donc, cette fondation est habilitée à recevoir des dons en nature, des terres, des bâtiments d'exploitation ou en numéraire. Et de la même manière, elle va mettre ces dons en location via des baux ruraux environnementaux. Elle accompagne aussi, comme la SAFER tout à l'heure, la mise en place de GFA ou de SCI financés par de l'épargne locale, va acheter les terres et les mettre en location. De façon générale, la Terre de Liens loue la terre. Elle n'a pas pour objectif de revendre le foncier aux agriculteurs qui s'installent. Donc, depuis sa création, donc Terre de Liens en Bretagne, cela représente 6 exploitations donc, qui ont été achetées via la foncière, 45 GFA et 850 hectares qui sont loués via l'association Terre de Liens. Et les exploitants donc, qui travaillent avec Terre de Liens sont obligatoirement en agriculture biologique. Donc, dernière structure dont je voulais vous parler, il s'agit du répertoire départ installation. Donc, c'est une mission de service public qui a été confiée à la Chambre d'agriculture, qui est à destination des porteurs de projets et des futurs cédants. Donc, les conseillers du répertoire départ installation vont proposer aux cédants sans successeur des visites-transmissions. Suite à ces visites, il y a possibilité de publier une annonce sur le site répertoireinstallation.com. Donc, ce répertoire a eu 500 000 clics l'année dernière. Donc, les fermes vont être publiées en offre et les collègues du répertoire vont mettre aussi en relation les cédants et les repreneurs. Donc, en Bretagne, au 31/12/2020, le répertoire départ installation, c'est 616 offres d'exploitation à céder, donc, dont 123 en agriculture biologique et 22% sont des petites structures. En face de ces 616 offres d'exploitation, nous avons 1100 candidats à l'installation. Donc, 48% cherchent en agriculture biologique et souvent, ce sont des personnes qui cherchent à s'installer sur des petites surfaces. En 2020, les mises en relation du RDI ont permis l'installation de 100 jeunes en hors cadre familial, c'est-à-dire sur une ferme qui n'appartenait pas aux parents et pour des jeunes souvent ne venant pas du milieu agricole.
Donc voilà, on va dire qu'on a réussi à trouver de la terre. On est un jeune agriculteur, on a trouvé de la terre, donc c'est peut-être une partie importante du projet qui est à réaliser. Mais pour mettre en valeur de la terre agricole, il faut disposer à la fois d'un titre de jouissance, donc bail, titre de propriété ou convention d'occupation précaire, mais aussi d'une autorisation d'exploiter. Et c'est le schéma directeur régional des exploitations agricoles qui donne les orientations et les priorités d'attribution. Donc l'agriculteur doit bien avoir les deux pour pouvoir exploiter de la terre agricole. Donc, un titre de jouissance, donc qu'est-ce que c'est? On peut être donc évidemment soit propriétaire de la terre, hein, donc on a acheté ou on a eu une donation de foncier. Ça peut être aussi un bail rural, donc mise à disposition d'un immeuble agricole à titre onéreux en vue de l'exploiter, pardon. Donc le bail peut être verbal, sous seing privé, notarié, et il doit avoir une durée minimum de 9 ans. Il est tacitement renouvelable et le montant du fermage est encadré par arrêté préfectoral. Le bail peut être aussi d'une durée plus longue, soit 18 ou 25 ans. Et dans ce cas, il doit être notarié et on peut avoir une majoration du fermage. Enfin, les conditions de résiliation et de congé sont strictement cadrées par la loi. L'agriculteur peut aussi exploiter de la terre via une convention, donc un prêt à usage, mise à disposition, donc gratuite, d'une parcelle à un agriculteur, via une convention d'occupation provisoire et précaire ou une convention de mise à disposition par la SAFER. Là, c'est un propriétaire qui confie à la SAFER le soin de louer sa terre. Donc, l'autorisation d'exploiter. Notre agriculteur doit maintenant obtenir une autorisation d'exploiter. Et c'est le schéma directeur régional des exploitations agricoles qui va donner les orientations et les priorités d'installation. Donc, on peut retenir parmi le dernier SDREA qui a été arrêté en 2018 par le préfet les orientations suivantes. Maintenir le plus grand nombre d'actifs agricoles, maintenir l'élevage, favoriser l'amélioration de la structuration foncière des exploitations agricoles, encourager le développement de l'agriculture biologique, par exemple. Il existe 3 types d'opérations. Donc, les premières, les quelques opérations qui ne sont pas soumises à demande d'autorisation d'exploiter. Ce sont certaines reprises de petites structures, donc ce sont des toutes petites surfaces. Il y a aussi des opérations soumises uniquement à déclaration, donc ce sont les terres familiales qu'un exploitant va recevoir, donc qui vont lui être soit données, louées ou vendues. Mais dans ces deux cas, l'exploitant doit bien avoir la capacité professionnelle agricole ou une expérience agricole de plus de 5 ans pour l'exploiter. Ensuite, l'ensemble des opérations, qui ne sont pas dans les 2 premiers cas, sont soumises à autorisation d'exploiter. La demande est alors déposée par le futur exploitant, donc auprès de la DDTM. Ce demandeur doit obligatoirement avertir les propriétaires du bien qu'il va demander en exploitation. La demande est alors mise en publicité en mairie et sur le site internet de la préfecture. Il y a 2 mois pour les personnes souhaitant aussi exploiter les mêmes parcelles pour déposer une demande concurrente. Et en cas de concurrence, donc les demandes vont être alors classées par priorité. Donc voici les priorités donc, du schéma département, directeur régional des exploitations agricoles. Pardon. Donc on peut retenir parmi ces 10 priorités la priorité 2, donc parcelles de proximité des bâtiments d'élevage ou échange parcellaire. En priorité 4, l'installation. En priorité 8, la consolidation des exploitations donc, à petite dimension. Et en priorité 9, les agrandissements d'autres exploitations. Si 2 exploitants arrivent donc, au même niveau de priorité, alors sont examinées des sous-priorités, parmi lesquelles est classée
en première sous priorité l'agriculture biologique et ensuite le fait d'être exploitant à titre exclusif. Donc voilà pour cette partie. Nos agriculteurs ont réussi à avoir une terre, à avoir l'autorisation d'exploiter et commencent leur parcours d'agriculteur. Mais ce n'est pas pour autant que pendant leur carrière, ils ne vont pas vouloir travailler à l'amélioration de leur parcellaire. Donc, en effet, pour l'agriculteur, regrouper son foncier permet d'optimiser les déplacements, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, augmenter les surfaces auprès des bâtiments agricoles, donc ce qui permet d'avoir plus de surfaces accessibles pour les bovins pour le pâturage. Cela facilite aussi la surveillance du troupeau. On peut aussi dire que regrouper le foncier agricole permet de faciliter les rotations, de mieux répartir les déjections animales, d'améliorer la fertilité des sols. C'est un point positif pour l'agriculteur d'avoir un parcellaire regroupé. On peut retenir comme chiffre que rapprocher de 10 km une parcelle de son siège d'exploitation, ce sont des coûts et des temps de trajet qui sont diminués par 3. Améliorer l'organisation de son foncier agricole, c'est aussi un atout pour transmettre son exploitation. On sait aujourd'hui qu'il va y avoir donc beaucoup d'exploitations à transmettre dans les années à venir et avoir un foncier regroupé est le premier critère des candidats à l'installation. En effet, avoir un foncier regroupé permet plus facilement de faire évoluer son système fourrager, son système d'exploitation. On peut plus facilement aller vers des systèmes herbagés ou biologiques, moins dépendants des importations. Donc pour le territoire, regrouper le foncier va permettre aussi de diminuer les risques d'accidents liés aux engins agricoles et de diminuer les nuisances, l'usure du réseau routier par exemple. Donc, quels sont les outils qui existent pour travailler sur l'aménagement parcellaire? Donc, nous avons 3 outils à notre disposition, l'aménagement foncier, forestier et environnemental, les échanges d'immeubles ruraux en propriété et les échanges en jouissance. Donc, les AFAFE, anciennement remembrement, ont aujourd'hui plusieurs objectifs. Un premier objectif qui est agricole, améliorer les conditions d'exploitation du parcellaire agricole, donc en diminuant le nombre d'îlots, en rapprochant les terres des sièges d'exploitation. Il a aussi un objectif d'aménagement du territoire communal par la création de réserves foncières, la rectification de voiries, la mise en place de sentiers de randonnée, et un objectif environnemental, la préservation des sites sensibles, des zones humides ou du bocage. Le travail se fait sur la propriété, c'est-à-dire que le géomètre va travailler avec les propriétaires fonciers. C'est une opération qui dure assez longtemps, 6, 8, voire 10 ans, et très lourde à mettre en œuvre. C'est pour ça que l'on a des politiques variables selon les départements bretons. Par exemple, en Finistère et Côte-d'Armor, les conseils départementaux ne mettent plus en œuvre des AFAFE à l'échelle des communes, alors que dans le 35 et le 56, cette politique continue à être mise en œuvre avec une commune par an. On constate par contre qu'il y a toujours autour des grands ouvrages linéaires, donc comme il y a eu en 35 avec la LGV, aujourd'hui autour de la RN 164, on peut avoir des opérations d'aménagement foncier autour de ces grands ouvrages linéaires. Ensuite, nous avons à notre disposition donc, les échanges amiables qui peuvent aussi permettre d'améliorer les parcellaires agricoles. Donc, il s'agit d'échanges en propriété ou en jouissance. Ils sont cadrés par le code rural. Donc, ces échanges peuvent être temporaires, c'est-à-dire des échanges en jouissance, ou définitifs lorsque l'on réalise des échanges en propriété. Ce sont uniquement des échanges amiables, c'est-à-dire volontaires. Donc, ils se mettent en œuvre quand les parties se considèrent gagnantes tous
Et on n'a aucun moyen de contraindre propriétaires ou locataires à mettre en œuvre ce type d'échange. La Chambre d'agriculture accompagne ces échanges parcellaires en réalisant de l'information, de la sensibilisation à l'intérêt des échanges. Nous intervenons à la demande d'agriculteurs qui souhaitent réaliser des échanges donc avec des voisins. Et il y a aussi des opérations d'animation à l'échelle de territoire. Ça peut être des communes, des bassins versants. On intervient aussi dans les baies algues vertes ou autour de périmètres de protection. Pour mémoire, certains conseils départementaux soutiennent les échanges en propriété. Elles attribuent des aides donc pour financer les frais d'actes notariés et de géomètres. Donc, vous avez les taux qui sont affichés selon les départements. Donc, il n'y a pas d'aide en 56, ce n'est pas un oubli. Le département du Morbihan ne finance pas les frais d'échange d'immeubles ruraux en propriété. Donc, pour terminer, un petit exemple d'échange réalisé il y a peu de temps. Donc, ce sont deux agriculteurs. Vous avez les deux sièges d'exploitation avec les numéros 1 et 2, donc, qui ont échangé 8 hectares 80 donc, en propriété. Cela leur a permis de rapprocher des parcelles donc, de 2,5 km plus près de leur siège d'exploitation. Cela évite en plus la traversée du bourg, donc par les engins agricoles. L'exploitant numéro 1 a pu donc bénéficier de 8 hectares de surface accessible pour ses animaux en plus. Et pour les deux parties, évidemment, diminution du temps et des coûts de déplacement pour aller travailler les parcelles. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation. J'espère que vous avez des questions. Merci beaucoup Valérie pour cette présentation. Donc, entre-temps, il y a plusieurs participants qui nous ont rejoints. Donc, comme je l'avais souligné au départ, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez reprendre le début de la présentation. Ça sera diffusé sur la chaîne YouTube de la Chambre d'agriculture. Donc, à présent, nous allons vous soumettre un petit sondage. Donc, on va vous laisser quelques minutes pour y répondre. Et pendant ce temps-là, nous allons commencer à répondre aux différentes questions que vous nous avez posées sur le chat. Donc, aussi bien sur des acronymes que sur le schéma des structures, sur le RDI. Donc, voilà, je vous laisse répondre et au sondage. Et Véronique va reprendre les différentes questions et les intervenants vont vous répondre au fur et à mesure. Véronique. Merci Emmanuel. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je vais essayer de reprendre en respectant le plus possible vos questions. Donc peut-être déjà sur quelques points de précision. Alors le SRADET, ça a été expliqué dans le chat. Donc on a effectivement, il y a beaucoup d'acronymes. Donc peut-être on peut on peut donc y revenir. Donc, schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Donc, c'est effectivement un document qui est à l'échelle régionale. Je pense qu'on va y revenir rapidement dans la deuxième partie avec Federica Perletta. Donc, je vous propose qu'on n'en dise pas plus pour le moment. Ensuite, des questions, Valérie, autour de la SAFER. Donc, peut-être déjà, on a précisé qui composait la SAFER, qui composait le comité technique SAFER. Il y a une question sur la répartition des voix dans ce comité technique. Est-ce qu'on peut apporter des précisions par rapport à ça ? Un homme, une voix, je dirais. Donc, effectivement, il y a des représentants de l'ensemble des syndicats agricoles, comme je le disais, des différentes banques, de la MSA, un représentant des élus des maires. Le conseil départemental est aussi présent. Et donc, voilà, chaque candidature est présentée à l'ensemble du comité technique. Et ensuite, c'est un vote qui attribue l'avis favorable donc, à l'un des candidats. Je ne sais pas si un de nos élus siège en CT-SAFER et peut compléter peut-être. Oui, Gaëtan, donc je siège pour la chambre régionale donc à la SAFER. Effectivement, les structures qu'Emmanuel a indiquées ont une voix et à partir de dossiers présentés, valide ou non le dossier qui est présenté. Je ne sais pas quoi rajouter de plus puisque non, je pense on que a donné les différentes structures qui participent. Donc voilà.
Ok, merci à vous deux. Ensuite, autre question autour de la SAFER, il y avait une interrogation sur Valérie, tu as évoqué le nombre de dossiers qui étaient accompagnés dans le cadre de l'installation en agriculture biologique via la convention région SAFER, qui était de 6 en 2020. Donc, il y avait une interrogation sur le nombre assez faible finalement que ça représentait. Maintenant, il faut peut-être c'est une partie des dossiers installation en bio qui sont dans ce cadre-là. Il y avait une diapo suivante qui représentait plus la globalité où tu évoquais 21% des dossiers qui étaient sur du bio. Donc, j'ai refait un peu le calcul. Ça correspond à 1500 hectares sur l'année. Donc, c'est Oui. sans doute voilà. Pour préciser, en fait, la convention le Conseil régional finance donc les frais de portage. Et donc, c'est là qu'il y a eu 6 dossiers avec donc financement des frais de portage pour mise en location des terres à des jeunes qui ne pouvaient pas acheter la terre. Donc, cette convention donc, a été activée 6 fois donc, pour des agriculteurs biologiques sur l'année 2020. Mais la SAFER travaille plus que ça sur la bio, effectivement, hein, puisque globalement, donc, dans les chiffres que j'ai présentés, il y a 22% des terres attribuées par la SAFER qui vont aller de l'agriculture biologique donc, sur l'année 2019, et c'est le cas de façon générale tous les ans. Et il y a à peu près donc, 40% qui vont pour installer des jeunes. Et donc, sur ces jeunes qui se sont installés en 2019, 39% s'installaient en agriculture biologique. Donc, voilà, près de 40% des terres attribuées par la SAFER sont allées à l'installation et 39% de ces installés étaient installés en agriculture biologique. Donc, ce n'est pas que les 6. Les 6 ont bénéficié du portage de la région. Voilà. C'est vraiment un cadre spécifique, effectivement, oui. Et puisqu'on est dans les chiffres aussi, autour, alors là on est sur le RDI plutôt, une question sur l'écart finalement entre le potentiel qui se retrouve dans le RDI, hein, avec 616 propositions, 1000 demandes finalement d'intérêt, et puis finalement sans installation. Voilà, comment on peut expliquer cet écart comment expliquer cet écart? Donc, on est satisfait d'avoir réussi à mettre en relation et à aboutir à l'installation de 100 jeunes via ce répertoire des par installation. Ensuite, il y a effectivement des offres. Hein, vous pouvez aller voir le site, il est public, tout le monde peut aller voir les offres. Hein. Donc, il y a tout type d'installation qui aujourd'hui n'a pas de successeurs, hein, donc, qui sont sur le site. Et en face, on a un certain nombre de candidats, pardon. Et effectivement, il n'y a pas toujours d'adéquation entre ce que les candidats à l'installation vont souhaiter. Donc, aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont inscrits souhaitent travailler sur des petites structures, et ce n'est pas forcément le cas des exploitations qui sont inscrites en face. Il y a aussi une question de prix. Enfin, voilà, c'est toujours l'adéquation entre un vendeur et un acheteur, quel que soit le bien, je crois, qui est concerné. Il faut trouver chaussure à son pied. Et on peut aussi noter la pyramide des âges, hein, qui fait qu'aujourd'hui, on est avec une pyramide des âges des agriculteurs qui sont plus nombreux à partir en retraite par rapport au projet d'installation. Donc, il y a aussi cet écart qui était moins vrai il y a quelques années. Ouais, je voulais juste compléter. Donc, sur la question qui était avant, c'est bien de montrer que la SAFER, en tant qu'outil, c'est un outil quand même amené par la profession et qui répond à toutes les attentes et de toutes les agricultures. Et à un moment donné, on pouvait avoir des préjugés comme quoi on ne faisait pas cette répartition. Et donc, ces chiffres-là sont quand même intéressants à montrer que toutes sortes d'agriculture peuvent être accompagnées par cet outil. Après, sur cette partie installation, ça revient aussi en lien à un moment donné avec l'aménagement foncier. C'est qu'on a beaucoup d'exploitations qui ne répondent plus dans un cadre essentiellement d'élevage, élevage bovin, parce qu'on est plus dans ce cadre-là, et qui montrent que certaines exploitations parlent un accès parcellaire autour de leur exploitation vient en termes de problématiques de transmission. Et donc, c'est vrai que sur le nombre de jeunes, au choix de pouvoir trouver celle qui permettra demain d'avoir quelque chose qui répond à leurs attentes. Et donc, ça montre bien cette difficulté de transmission. Et tu as raison, hein, Véronique, c'est que
Et à un moment donné, on rentre dans ces 5 années où on a beaucoup de personnes qui partent à la retraite et qui va être une problématique de transmission. Et donc, de ce qu'on a pu parler tout à l'heure sur l'aménagement foncier, aménagement plutôt parcellaire, c'est un élément essentiel pour que la partie élevage puisse perdurer, et aussi dans cette transition qui nous est demandée sur la partie protéines, hein, l'accès au pâturage permettra aussi d'avoir cette transition. Voilà, c'est ce que je voulais compléter. Merci. Véronique, pour respecter le timing et essayer de continuer, je te propose qu'on arrête là la partie questions. Et alors, pour toutes les questions qui n'ont pas été traitées, je vous propose qu'on rebalaye la deuxième partie et on reviendra sur l'ensemble des questions après la deuxième présentation pour, voilà, s'il y a certains qui ont des impératifs, voilà. Donc, je vous propose qu'on clôture là la partie questions. On fait quand même le bilan du petit sondage qui vous était posé. Donc, la question était, est-ce que vous aviez, en tant que collectivité, des projets fonciers sur votre territoire? Donc, vous êtes en grande majorité à nous avoir répondu oui. Donc, et dans les oui, pourquoi? Donc, ce qui ressort, c'est effectivement d'accompagner des projets d'installation sur vos territoires à 54%. Et ensuite, on retrouve de façon quasiment identique la compensation à des projets d'urbanisme ou à des projets de développement, et également pour favoriser les échanges parcellaires, comme l'avait présenté tout à l'heure Valérie. Après, sur l'autre question, alors ce n'était pas remettre des friches, je pense que vous l'avez bien compris, mais c'était plutôt réhabiliter des terrains enfrichés, les réhabiliter pour une activité agricole. Donc là, vous êtes moins nombreux à avoir répondu. Mais voilà, je pense qu'on l'a pas forcément bien écrit. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc à savoir comment concilier l'urbanisme et l'agriculture. Donc je vais pour cela passer la parole à Federica Perletta, qui est chargée de mission aménagement et urbanisme basée à Plérin, et qui va nous apporter vraiment un regard sur la façon dont on peut concilier donc l'urbanisme et l'agriculture. Federica, je te passe la parole. Oui, bonjour tout le monde. Donc, merci Emmanuel de m'avoir présenté. Donc, moi, je travaille plutôt dans les Côtes d'Armor, basé dans les Côtes d'Armor, mais voilà. Du coup, le but de cette deuxième partie, c'est plutôt de voir comment on peut concilier du coup l'agriculture et l'urbanisme dans le sens de tous les projets qui peuvent être demandés par les collectivités sur la même surface agricole. Pour démarrer, on voulait juste vous montrer, en fait, en sachant que ce dont je vais vous parler, ce n'est pas forcément exhaustif, c'est qui donne un peu le cadre de la réglementation urbanisme qui vient impacter après aussi l'activité agricole, et c'est une réglementation qui change beaucoup et qui évolue beaucoup. Donc, à titre d'exemple, on a cité certaines lois. Si on part de très loin, d'il y a 20 ans, la loi SRU, donc Solidarité et Renouvellement Urbain, qui a un peu mis en place la refonte de l'urbanisme, parce qu'avec cette loi-là, on est passé d'un urbanisme de zonage, qui étaient les anciens POS, les anciens plans d'occupation de sol et les anciens schémas directeurs, à un urbanisme plutôt de projet, avec les plans locaux d'urbanisme, les PLU, et les nouveaux SCOT, les schémas de cohérence territoriale, avec vraiment un nouvel objectif affiché pour ces nouveaux documents, de rechercher un équilibre entre les territoires. Après, on pourrait citer par la suite les lois Grenelle, les lois pour l'engagement national pour l'environnement de 2010, qui, en plus de mettre en avant la préservation de la biodiversité et la prise en compte des continuités écologiques, sont venus aussi imposer une vraie limitation de la consommation d'espace, en imposant par exemple une analyse sur les 10 ans passés, de la consommation qu'il y a eu sur les territoires et les objectifs du coup chiffrés pour les 10 ans à venir, hein, de réduction. Et en plus, un espèce d'obligation de résultat avec une analyse au bout de 6 ans, notamment pour les SCOT, de l'application de ce document-là. Et c'est déjà en 2010 que l'État a commencé en fait à un peu prôner la généralisation du schéma de cohérence territoriale, et en fait une incitation forte à la réalisation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, les PLUI. Après, on peut passer en 2010, la même année, avec une autre loi qui n'est pas forcément une loi
était fait pour l'urbanisme, c'était plutôt une loi pour la modernisation de l'agriculture, mais qui est pour autant, en mettant en place la commission départementale de consommation des espaces agricoles, la C2CEA à l'époque, venait en fait faire en sorte que plusieurs permis de construire, d'autorisation d'urbanisme passent par le crible de cette commission qui émettait des avis sur des bâtiments, des permis en zone agricole, que ce soit de l'habitat ou que ce soit des permis agricoles. Et en même temps, cette loi-là vient encore réaffirmer l'objectif de modération de la consommation d'espace. Après, on est passé en 2014 à 2 lois qui sont venues encore une fois remettre le poids sur la densification et contre l'étalement urbain. La première loi qui est la loi ALUR, la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, qui en fait imposait pour les PADD des objectifs chiffrés de réduction et qui était vraiment faite pour qu'on consomme de moins en moins de surfaces agricoles, hein, des surfaces naturelles, on va dire, et qui a fortement renforcé la généralisation des SCOT et qui est venu élargir en fait les consultations de la CDCEA. On a eu le même année la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui du coup a modifié, parce que la loi Allure, c'était en début d'année, la loi d'avenir, c'était plutôt en fin d'année, on est au mois d'octobre de mémoire, et en fait, elle est venue modifier la CDCEA, donc cette commission-là, qui est devenue la CDPENAF, la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui est toujours d'actualité, hein, depuis elle n'a pas changé de nom, mais qui est venue en fait élargir sa composition et qui est venue aussi élargir le champ d'intervention, ou plutôt d'avis émis pour cette commission-là. En même temps, cette loi d'avenir, elle est venue mettre en place un principe, le principe ERC pour l'agriculture. Donc ERC, ça signifie éviter, réduire, compenser, qui est un principe qui impacte aujourd'hui tous les projets de consommation foncière, mais dans lequel je reviendrai tout à l'heure dans la présentation, donc je vous le décrirai un petit peu plus tard. On a eu par la suite les lois Macron de 2015 qui sont venues, pour ceux qui pratiquaient déjà, dans les élus qui vous êtes, sont venus en fait revoir les règles de constructibilité pour les annexes et l'habitation des tiers en zone agricole, parce que, bon, je ne l'ai pas dit, mais avant on faisait du pastillage, ça signifie qu'on entourait les pépicules agricoles. Ce pastillage-là, on a vu, par la suite, elle était devenue légale, donc voilà, il y a eu plein de modifications comme ça. Et donc, pour le moment, c'est la dernière loi qui est venue un petit peu impacter, mais on ne doute pas qu'il y en aura de nouvelles à venir. Et juste à titre d'exemple, on vous a mis quelque chose d'un peu différent, qui est en fait une instruction au préfet de 2019. Alors, ce n'est pas une loi, donc elle n'est pas au même niveau que les autres, mais pour moi, il était importante juste à vous en parler parce que dans cette instruction qui est arrivée au préfet, dans le cadre notamment des zones d'activité, l'État, quand même, est bien en avant cette application du principe de ZON, de la zéro artificialisation nette, qui est quelque chose qui est porté politiquement, sur lequel on va devoir appliquer. Et par exemple, on l'a cité tout à l'heure, Gaëtan le CIEC tout à l'heure, c'est vrai que le STRADET, donc, qui était ce schéma régional qui était approuvé fin de 2020, en décembre 2020 par la région, remet aussi l'accent là-dessus. Et on ne doute pas que dans les années à venir, ça sera un petit peu le son de tous les nouveaux documents qui sont en train de se mettre en place. Tout ça pour dire qu'on est déjà dans un contexte assez mouvant réglementaire et que par plein de petites lois, on vient toujours changer les règles d'application de l'urbanisation, de l'urbanisme sur la zone agricole. Mais tout ça se met aussi dans un cadre d'une hiérarchie de normes parfois un peu compliquée à comprendre, hein, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un SCOT, c'est ce qu'on appelle les SCOT intégrateurs, qui doivent en fait, qui se retrouvent au centre entre les documents qui sont faits à un niveau supérieur au SCOT, qui peuvent être donc nationaux avec les lois et tous les documents dont on a parlé, et aussi dont je n'ai pas parlé, mais qui est très importante, la loi littorale, qui vient impacter fortement la planification dans vos communes qu'on sont littorales, mais aussi la construction pour la zone agricole, qui est très contrainte sur ces communes-là. On peut avoir sinon des documents régionaux comme le SDRADET,
ou plus larges de le territoire du SCOT, qui peuvent être par exemple les SDAGE, les SAGE, ou d'autres documents, le schéma régional des carrières, voilà, on en a vraiment plusieurs. Et en fait, le SCOT aujourd'hui, il se retrouve à devoir tous les prendre en compte et les intégrer dans son corps, en fait. Hein. Et c'est là, le SCOT, du coup, joue un rôle d'écran entre les règlements en dessous et la planification après un niveau communal, soit par le biais des documents d'urbanisme, donc on peut avoir des PLU, des cartes communales ou des PLUI, donc des documents à niveau intercommunal, mais aussi pour d'autres documents qui sont à mettre en place au niveau de votre agglomération, qui peut être le plan local d'habitat, le plan de déplacement, etc., plein d'autres exemples. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve du coup avec une compatibilité entre le SCOT et le PLU. Quand le PLU, le document communal, donc du coup, est compatible avec le SCOT, ben, de fait, il est compatible aussi avec tous les documents supra-SCOT, on va dire. Et par contre, on se retrouve avec les permis de construire, mais plus largement les autorisations d'urbanisme, qui doivent être dans une conformité, eux, avec le PLU. Et en étant conforme au PLU, on sait que la demande d'urbanisme répondra en fait à tous les objectifs des lois qui sont en dessous. Juste pour faire un petit état de la planification en Bretagne, par rapport au SCOT et au PLU, au PLUI, on voit que par rapport au SCOT, on est dans une région qui est quasiment couverte par des SCOT partout. Il reste juste un territoire où le pays centre-ouest Bretagne, où le SCOT était en cours de réalisation. Pour le reste, on est sur des SCOT approuvés qui peuvent être plus ou moins en révision, plus ou moins anciens, mais tout le territoire est couvert par des SCOT approuvés, ou vraiment toute finalisation. Et concernant la planification communale, donc on voit que les communes en blanc, c'est les communes où on n'a pas de document d'urbanisme, donc où on est soumis au règlement national d'urbanisme, au RNU. Et en fait, ces communes-là sont peu nombreuses, plutôt localisées dans des secteurs où il y a moins de demandes, on va dire un petit peu moins de pression urbaine, et que le reste du territoire, par contre, breton, il est bien couvert. Et on voit aussi les PLUI qui ont pris de l'ampleur, parce qu'en fait, les tâches vertes, c'est des PLUI déjà prouvés. Et là où vous avez du quadrillé, c'est les PLUI en cours. Donc, on voit que certains départements, comme les Côtes-d'Armor, vont être presque couverts par des PLUI à terme, mais ça se développe aussi dans les autres départements bretons. Du coup, comment prendre en compte et protéger l'activité agricole? Je dirais qu'il y a plusieurs manières. Déjà, la Chambre d'agriculture, elle est associée en tant que personne publique associée, donc accompagne les collectivités, soit dans le cadre de la planification, je dirais à tous les niveaux, que ce soit dans le cas de PLU, des SCOT, des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, des SAGE, etc., où on était consulté lors du SDRADEC, etc. Aussi parce qu'on est membre de plusieurs commissions, donc la CDPNAF dont on a déjà parlé, ou la CDNPS qui est la commission des sites, hein, pour faire simple, vous la connaissez plutôt sur ce nom-là, ou aussi plus récemment la commission d'aménagement commercial. Et on est dans ce cadre-là, en fait, notre rôle, c'est d'assurer la bonne prise en compte de l'activité agricole et bien sûr d'inciter à réduire les modes de développement fortement consommateurs de foncier pour défendre en fait notre outil de production. Aussi, la profession agricole est associée là en tant que partenaire lors de la mise en place de chartes, d'observatoires, de chartes de nouvel arrivants. Et ça, c'est vraiment en géométrie variable. Ça peut être des chartes départementales, comme ça peut être, par exemple, des chartes de nouvel arrivants au niveau d'une commune, d'une collectivité. Ça, c'est selon les souhaits des élus. Et en plus, la Chambre d'agriculture et aussi la profession peut être partenaire des collectivités pour la réalisation d'études et de diagnostics, pour les accompagner lors de leurs travaux. Ça signifie soit dans un PLU, soit dans la mise en place d'un observatoire ou d'autres choses, mais aussi lors de l'instruction des droits de sol. Donc, on va voir quelques exemples rapidement derrière. Alors, les chartes agriculture et urbanisme départemental, il y en a une par département, qui sont des chartes plus ou moins anciennes, mais toutes ont en fait une mise à jour qui est assez récente. Hein. Là aussi, c'est donc des documents départementaux, donc différents les uns des autres, même sur plusieurs points, elles se retrouvent. Il n'y a pas forcément de grosses différences, mais aussi les signataires peuvent être différents selon les contextes locaux. Il y a des comités de pilotage qui animent ces chartes-là, qui peuvent être à géométrie variable et qui déclinent dans des fiches ou pas ces documents.
Ce qui est important de voir sur ces chartes-là, c'est qu'elles peuvent être évolutives, hein. Ce n'est pas parce qu'une charte a été faite il y a 10 ans qu'elle n'est pas revue ou que le comité de pilotage ne travaille pas pour sa mise à jour et se décline souvent de façon pratique. Et en fait, au quotidien, ces chartes servent comme guide pour l'élaboration de documents d'urbanisme parce qu'on y retrouve plusieurs éléments et sur lesquels les bureaux d'études, et si les communes peuvent s'appuyer, euh, sont un cadre très important pour les demandes d'autorisation d'urbanisme qui peuvent être utilisées pour les pétitionnaires et aussi pour les services instructeurs parce que dans toutes ces chartes-là, on retrouve en fait les éléments, le cadre, le protocole de la construction, notamment la construction agricole, que ce soit logement de fonction, donc bâtiment d'élevage ou d'autres choses. Et en fait, dans leur principe, préfigure déjà des avis dans le sens où on a déjà pas mal de positionnements politiques, que ce soit de l'État, parce que c'est des chartes qui sont toujours partagées et signées par le préfet, mais aussi par la profession. Heu, voilà donc un autre exemple qui peut être en fait, on a parlé d'accompagnement dans l'urbanisme, opérationnel. En effet, on l'a déjà répété, donc je ne m'étale pas du fait qu'on participe, la profession agricole, hein, très large, hein, ça signifie tous les syndicats agricoles, la chambre d'agriculture et cetera, participent aux différentes commissions départementales, donc CDPENAF, commission des sites et cetera. Par contre aussi, chose assez récente, qui s'est un peu mis en place, à la suite du désengagement de l'État, on peut accompagner les collectivités dans leur mission d'application du droit des sols et on peut les accompagner de plusieurs manières, soit par la mise en place d'un guide technique pour l'instruction des autorisations d'urbanisme que la Chambre a mis en place avec d'autres partenaires et qui, depuis plus d'une dizaine d'années est en fait fourni aux services instructeurs, hein. Celui qui est ici un exemple, il date de mai 2016, mais il va y avoir la mise à jour 2021 qui va arriver sous peu dans les services instructeurs. Et en plus, on peut être partenaire de ces services instructeurs par différents biais. Déjà parce qu'on répond dans des cas précis qui nous sont donnés par la loi lors de la demande, par exemple, des tiers à proximité des exploitations agricoles, mais aussi parce qu'on peut accompagner les collectivités qui le souhaitent vraiment dans les réponses, dans l'instruction de demandes de construction agricole. Un dernier exemple qui est celui des diagnostics agricoles, hein, ça, en tant que lu, si vous les avez peut-être pratiqués lors de la mise en place de votre document de planification, notamment, sont des études que nous, on conseille, hein, que ça soit réalisé par la Chambre, par d'autres prestataires, parce que c'est très important lors de la mise en place de votre document d'urbanisme de connaître, comprendre l'activité agricole de son propre territoire pour avoir un diagnostic très large euh, de cette activité-là, notamment aujourd'hui quand on peut être sur des échelles au niveau de la communauté de communes. C'est vrai que c'est très important de connaître l'activité agricole de sa collectivité et c'est très important d'intégrer un peu tous les différents usages agricoles pour que ce soit pris en compte lors de la mise en place de vos projets d'aménagement. Et ce que nous on considère vraiment en plus, c'est que la profession agricole doit être associée à cette élaboration et surtout les collectivités ne doivent pas hésiter à demander des diagnostics vraiment vers l'image, j'ai envie de dire, parce qu'un diagnostic agricole, il peut aller d'un simple repérage jusqu'à l'étude prospective, hein, sur la production agricole à 10, 15, 20 ans, pour savoir où on en sera. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, lors de la mise en place de ce document-là, à réfléchir, hein, à ce type de réalisation d'études. Un diagnostic agricole un peu particulier, c'est l'étude d'impact, parce que là, c'est une étude qui est réalisée lors de la réalisation de projets d'aménagement spécifiques, que ce soit pour de l'habitat, pour des zones d'activité, comme des infrastructures, hein, des routes ou de passage de canalisation, d'autres choses. Et c'est très important de pouvoir réaliser cette étude-là parce qu'en évaluant les conséquences du projet sur les exploitations, on peut aussi se dire qu'on pourrait choisir le projet moins impactant sur les exploitations. On le fait dans d'autres domaines, il y a toujours des études d'impact qui sont faites et c'est vrai que c'est aussi important de prendre en compte l'impact agricole qui arrive un petit peu en dernier parce qu'on pourrait avoir plusieurs, par exemple, quand je pense au projet routier avec lequel on a travaillé pas mal, on peut avoir plusieurs tracés et tous n'impactent pas de la même manière l'activité agricole sur le secteur. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental, je pense, pour la prise de décision qu'on souhaite vraiment préserver au maximum son activité agricole sur son territoire. En étude d'impact un peu particulier, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc j'y reviens maintenant, c'est des études ERC. Donc je répète, éviter, réduire, compenser.
On est sur des études au même titre que vous pouvez connaître pour les études ERC de type environnemental. Ces études ERC agricoles sont réalisées quand en fait on a un projet d'aménagement qui consomme plus de 5 hectares. C'est le même seuil pour les 4 départements bretons, donc c'est un seuil régional, plus de 5 hectares de terres agricoles. Et ça doit être pour des projets qui sont soumis à études d'impact environnemental systématiques. Dans ce cadre-là, cette imposition, la loi de 2014, on a vu, impose qu'on pratique exactement la même séquence. Ça signifie que quand on a ce type de projet qui impacte fortement l'activité agricole, on doit en premier lieu essayer d'éviter cette consommation-là. Quand l'évitement n'est pas possible et qu'on démontre que l'évitement n'est pas possible, on doit mettre en place toute action qui permet de réduire l'impact, donc très clairement de réduire les surfaces. Par exemple, si je pense à une zone d'activité, la réduction, ça pourrait être la mutualisation de parking, qui pourrait venir déduire en fait de la surface agricole à consommer. Et une fois qu'on a mis en place les séquences éviter, réduire, ben, sur la consommation qui persiste, on est obligé de mettre en place une compensation collective, des mesures de compensation collective pour consolider du coup l'économie agricole du territoire. Donc, alors, il y a tout un processus bien cadré pour aller évaluer l'entité de l'argent à investir dans ces mesures qui doivent être, bien sûr, je le répète, collectives. Et à titre d'exemple, parce qu'il y a quand même eu une trentaine d'études de ce type-là déjà eues en Bretagne depuis 3-4 années, parce que l'application était un peu longue à mettre en place. Mais voilà, c'est les mesures identifiées, les mesures de compensation peuvent être des mesures liées à des projets liés à l'énergie, comme de la méthanisation collective ou la mise en place des filières bois-bocage, ou alors des mesures qui vont vers la valorisation ou la transformation de produits, plutôt voilà, conserverie collective, mais on pourrait avoir des magasins, ou alors de structurer une réponse collective de marché. Voilà, il peut y avoir des choses différentes. La restructuration parcellaire, Valérie en a parlé tout à l'heure, et vous pourrez avoir voilà, la reconquête de friches, si on pense aux résultats du sondage, voilà, ça peut être des choses qui sur certaines collectivités pourraient, ces études-là, donner une impulsion justement pour reconquérir les friches agricoles foncières. Vraiment pour conclure, un exemple d'une étude qu'on a pu mettre sur une zone d'activité de Châtelet sur le territoire de Saint-Brieuc agglomération. J'ai vu qu'il y a plusieurs participants de la collectivité. C'était une étude, c'était un diagnostic, une convention qu'on a mis en place avec cette collectivité-là. Le point de départ, en fait, était en 2007, hein, donc ça date, mais vous verrez que ça a pris du temps pour arriver à la conclusion. Mais voilà, en 2007, il y avait une volonté d'extension de 200 hectares d'un parc d'activité. Et c'est vrai que ces projets-là avaient fortement mobilisé la profession agricole parce que l'impact en périurbain allait être très important parce qu'on était sur un plateau de 200 hectares où on avait plusieurs sièges d'exploitation et une activité agricole bien présente. Du coup, la collectivité a décidé de travailler avec la profession agricole et on a mis en place une convention entre 3 parties, la collectivité, la SAFER et la Chambre d'agriculture elle-même, pour réaliser en fait une étude. Donc, nous, on a rencontré tous les exploitants impactés, que ce soit par le siège ou que ce soit par la surface, pour en fait vraiment analyser les conséquences et les impacts de cette urbanisation importante. Et surtout de recueillir leurs souhaits et comment ils voyaient l'avenir une fois que cette zone allait être mise en place. Entre-temps, cette étude-là a aussi permis, en fait, quand on a montré les impacts importants, et aussi par rapport à d'autres raisons, bien sûr, il ne faut pas non plus cacher les choses, a permis en fait à la collectivité de redimensionner un petit peu son projet parce qu'on est passé, voire aussi de manière très importante, on est passé de 200 hectares à un parc d'environ 50 hectares qui sera urbanisé en plusieurs phases. Dans le cas de l'étude, en fait, on a vite vu qu'on a fait notre étude. Il y a plusieurs en fait, exploitations qui étaient susceptibles, parce que du moment où on travaillait sur du moyen terme, parce que cette urbanisation n'était pas prévue l'année d'après, on était sur vraiment un projet qui allait se faire sur un pas de temps qui était de l'ordre de 10 ans. Donc, on avait entre-temps le temps de travailler vraiment sur du moyen terme. On s'est rendu compte que sur ce niveau-là, on aurait eu plusieurs exploitations qui étaient susceptibles dans les années à venir de se libérer. C'est ce qui se passera aussi dans plusieurs autres territoires. Et que cela, du coup, pouvait représenter un gisement de surface agricole suffisant pour pouvoir compenser les exploitations impactées.
Donc, on est parti sur cette idée-là, hein, qu'on a partagée en fait entre la collectivité, la profession et aussi la SAFER, avec un accord d'une exploitation qui était à céder pour en fait ne pas installer, mais on va voir qu'après, il y aurait quand même de l'installation, mais cette exploitation, de ne pas installer directement sur son exploitation directe un, un suiveur, un jeune agriculteur. Et en fait, cela a permis, au final, par le jeu de la réorganisation foncière, de compenser les exploitations impactées avec du foncier, ce qui leur permettait de pouvoir voir perdurer leur exploitation et de pouvoir même la transmettre un jour, parce que dans les exploitations impactées, il y avait plusieurs exploitations qui avaient une suite directe sur l'exploitation. On avait, et en même temps, on a pu, du coup, installer 2 autres jeunes qui sont venus récupérer, on va dire, le surplus de foncier disponible. Et ce type d'activité-là, d'études-là, a permis vraiment de satisfaire tout le monde, et les exploitants impactés, et la collectivité qui a pu, en fait, mener à bien son projet en impactant le moins possible, en fait, l'activité agricole. Même s'il y a eu consommation, par contre, il n'y a pas eu d'impact direct sur les exploitations. Celle-ci nous permet de conclure sur quelque chose qu'on a déjà en place dans plusieurs territoires bretons, qui sont les instances de concertation locale, hein, dans lesquelles la Chambre d'agriculture et les collectivités ont pu mettre en place de groupes de travail avec d'autres partenaires, avec pour objectif en fait d'échanger sur les projets de consommation foncière et d'anticiper les impacts sur l'activité agricole, parce que quand on a en place ces instances de concertation, on est vraiment dans un travail qui se fait sur du moyen long terme, parce qu'on est en confiance avec la collectivité, on connaît les projets de développement futurs, et du coup, ça permet vraiment de travailler autour du foncier avec tous les partenaires, hein, qui sont associés à ces cellules foncières, donc notamment la SAFER ou d'autres. Et en fait, chaque collectivité peut mettre en place des travaux vraiment à géométrie variable et vraiment adaptés à leur territoire, selon les besoins qui peuvent être, dans le cas de l'instance de concertation, de repérage de cédants, ou alors tout simplement de faire de la réserve foncière avec la SAFER, de mettre en place des échanges aimables sur certains secteurs, etc. Donc voilà, moi j'en ai terminé pour la présentation. Je ne sais pas si du coup, il y a des questions. Je n'ai pas du tout suivi le chat, j'avoue. Oui, merci Federica. Donc effectivement, il y a pas mal de questions. Donc, alors pour permettre d'y répondre, on propose de continuer le webinaire jusqu'à 12h15, 12h20, parce qu'il reste encore une petite partie et la conclusion par Gaëtan. Donc Véronique, si tu peux revenir sur les questions liées à cette deuxième partie et éventuellement les questions qui restaient sur la première partie. Voilà, merci. Ok, merci. Alors, je pense qu'il y a des questions qui restaient sur la première partie auxquelles on a répondu aussi dans la deuxième, hein, notamment le rôle que peut avoir une commune dans le processus, notamment par rapport à l'installation. Donc, on n'a peut-être pas répondu complètement dans cette deuxième partie, mais en tout cas, on a donné certaines clés. Je ne sais pas si comment Federica, Gaëtan ou Valérie, vous avez à compléter par rapport à ce qui a été dit sur ce sujet-là. Pas particulièrement, non. Non. Bon, l'idée, c'est bien effectivement dans ce qui a été montré, notamment dans la deuxième partie, hein, que on est en tout cas dans vos projets, il y a aussi des questions autour de la possibilité que la Chambre d'agriculture puisse participer à une réflexion autour de l'installation dans vos intercommunalités ou vos communes. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous via les liens qui ont été mis sur le chat autour de ces sujets-là. Évidemment, on est à votre écoute pour vous accompagner. Ensuite, peut-être une question plus pour Gaëtan, autour de finalement de la consommation de l'espace et de la SAU qui serait nécessaire, enfin qui est nécessaire si on veut nourrir la population bretonne, qui est finalement en filigrane, qui est de dire jusqu'où on peut consommer du foncier pour l'économie, enfin pour le reste de l'économie, parce que l'agriculture est bien dans l'économie, pour l'urbanisation, sans impacter la consommation, enfin le fait de nourrir la population bretonne. Alors, c'est une question qui est que nous, dans la profession, c'est que la gestion de ce foncier, il doit être au plus juste. C'est simplement que le support de l'urbanisation ne revient jamais à la partie agricole. Donc,
tout dégât qui est fait sur une consommation du foncier sera perdu pour toujours. La vocation de la Bretagne en tant que telle n'est pas à nourrir que sa population. Elle a eu cette vocation, après la guerre, à nourrir la France. Et les agriculteurs bretons ont bien répondu à ce côté-là. Donc, actuellement, c'est vrai que le contexte a changé, mais notre vocation est de nourrir d'abord, bien sûr, les Bretons, après les Français, et par la suite, on a aussi une vocation à l'exportation. C'est ce qui rend la Bretagne aussi à son niveau économique tel qu'on le connaît, et que l'agriculture est un élément essentiel. Donc, pour répondre par rapport à cette consommation foncière liée à l'urbanisation, je dirais qu'elle restera à minima telle qu'on l'a décrit tout à l'heure. Merci Gaëtan. Toujours autour de l'installation, deux remarques. Alors par rapport au RDI, c'est vrai qu'on a évoqué le décalage entre l'offre, la demande et puis l'installation qui se concrétise. Une question sur le fait de est-ce qu'on ne peut pas diviser des exploitations parce qu'on a évoqué effectivement que parfois les exploitations étaient trop grandes. Est-ce qu'on ne peut pas diviser des exploitations finalement pour installer sur des plus petits projets? Alors effectivement, sur ce point-là, on va dire que tout peut être fait. Après, ça dépend où on se situe, hein. Dans le développement de l'agriculture biologique, on va dire qu'il y a certains secteurs où certaines installations n'ont pas besoin, et donc on arrive à faire une répartition sur les exploitations qui sont en périphérie. Et la différence qui existe aussi en termes de circuits courts pour ceux qui sont amenés à faire du circuit court, c'est qu'on a aussi cette dimension que notre territoire en Bretagne par le littoral et après le centre-Bretagne. Donc l'attractivité pour certaines situations d'installation nous amène à avoir des pressions et de petites structures qui s'installent. Alors beaucoup plus sur la partie culture, essentiellement du maraîchage, qui se trouve plus sur la bande littorale. Et sur l'intérieur des terres, on est plus sur l'élevage. Donc, c'est un peu différent d'un territoire à l'autre, mais certes, oui, on arrive à faire ces découpages. On a du temps pour une autre question, Emmanuel? Oui, tu peux Oui. en prendre encore une autre. Peut-être, alors on ne répondra pas à tout. Maintenant, si on reviendra vers vous, hein, si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Peut-être une aussi un peu plus générale. On a parlé réhabilitation des friches agricoles, mais dans le chat, effectivement, il est fait référence aussi aux friches agricoles, aux friches urbaines, hein, que peuvent être les zones d'activité. Aux friches aussi agricoles dans le sens bâtiments agricoles, devenir des bâtiments agricoles. Donc voilà, comment la profession agricole se positionne par rapport notamment aux bâtiments agricoles et aux friches agricoles. Alors, par rapport aux friches, j'y vais Gaëtan, tu veux y aller peut-être? Vas-y, Frédéric. Alors, par rapport aux bâtiments agricoles, c'est vrai que c'est une problématique qui nous remonte, je dirais, dans tout le territoire breton. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place par rapport à ce travail sur les friches agricoles, parce que le vrai problème des friches agricoles aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a plusieurs problématiques. Mais déjà, les modes d'exploitation qui changent, qui font qu'on abandonne un vieux bâtiment pour en construire de nouveaux. Et aussi le fait que ces vieux bâtiments sont souvent difficiles à réutiliser à cause de l'amiante, hein, on va être très, très clair là-dessus. C'est vrai qu'on y travaille en tant que chambre. On va d'ailleurs accompagner plusieurs études avec l'Adréal et d'autres partenaires sur ce volet-là, des expérimentations qui vont démarrer. Après, c'est quelque chose d'assez sensible parce que souvent, la réutilisation de ces bâtiments n'est pas toute simple à imaginer parce qu'on est quand même en plein milieu rural et que si d'un côté, on pourrait imaginer que ça pourrait être conforme à zéro artificialisation nette si on retrouvait une vocation à ces bâtiments agricoles. Pour autant, c'est des bâtiments qui sont en interface avec le monde rural et que ce n'est pas toujours facile de venir apporter une autre activité en milieu agricole. Voilà. Donc, c'est quelque chose sur lequel on sent que les élus ont envie de travailler. On va le faire sur certains territoires. Donc, il ne faudra pas vraiment, en tant que collectivité, hésiter à revenir vers nous
C'est des discussions qu'on a fréquemment dans le cadre des SCOT et aussi dans le cas des PLUI, qu'on les met en place. Je ne sais pas, Gaëtan, si du coup, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, donc sur ces questions, enfin, elles sont importantes et on en est bien conscient, nous, à la profession. Le coût économique est énorme. Alors, c'est vrai que sur certains secteurs, alors là, je reparle aussi littoral, hein, on a certaines personnes qui voudraient changer de destination à des bâtiments agricoles. Mais on y donne la priorité, nous, à ce que l'agriculture reste sur ces territoires. Déjà, ça, c'est le premier niveau. Certes, ces bâtiments ont souvent une toiture en amiante qui pose problématique par la suite s'il n'y a pas de personnes à les utiliser. On voit des expériences de collectivités et c'est vrai que la DRAF aussi travaille sur ce sujet pour essayer de trouver des solutions. Des collectivités qui prennent en charge, pour certaines, le coût des amiantages et donc d'enlever toute cette partie pour faire une compensation derrière à l'urbanisation. Certaines essayent. Donc, on essaye de regarder le coût que ça engendre derrière et cette possibilité. Après, c'est des surfaces aussi qui pourraient être d'autres utilités sur du photovoltaïque parce qu'on est sur un élément bâti et donc de pouvoir transposer en toiture pour certaines cette partie production d'énergie. Donc voilà, enfin, on a plusieurs façons de voir. Mais on va retomber, et c'est toujours en lien de reprise d'exploitation avec le nombre de cédants, à retrouver peut-être encore plus ces exploitations qui n'auront plus beaucoup de valeur pour la partie bâtiment par rapport à la partie foncière. Mais juste pour conclure, pour préciser, c'est vrai que quand on est sur une friche à proximité d'un bourg, on a eu déjà plusieurs exemples avec l'EPF et les collectivités ont mis en place le désamiantage et le fait de pouvoir récupérer cette friche pour de l'urbanisation. C'est vrai qu'on est sur des coûts, des montages financiers qui sont plus faciles, parce qu'ils ne sont pas tout à fait non plus hyper rentables, mais qui sont déjà plus faciles quand on est vraiment dans le bourg. C'est vrai qu'un plein secteur rural, du coup, c'est encore plus compliqué. Au vu de l'heure qui avance et des déconnexions qui se font progressivement, je vous propose quand même de clôturer cette partie questions-réponses. Donc, nous avons vos identifiants, donc nous allons pouvoir revenir vers vous avec les questions sur lesquelles nous n'avons pas répondu. Je vous propose de passer à la dernière partie qui est très rapide. Donc, c'était pour, si Federica, si tu peux remettre le diapo, s'il te plaît, pour vous rappeler notamment que la Chambre d'agriculture reste à vos côtés et justement, enfin, on revient régulièrement sur les thématiques fonciers et urbanisme à travers la newsletter collectivité qui vous est adressée chaque trimestre. Donc, le dernier renvoi date du 11 mars. Donc, des thématiques sur le foncier, sur l'urbanisme, l'alimentation, l'énergie. Donc, des sujets, en fait, des enjeux que vous partagez avec nous, Chambre d'agriculture. Et nous développons également en ce moment un site web qui vous sera réservé, spécifiquement destiné à vous, collectivités, où vous y trouverez aussi une multitude d'informations. Alors, il sera accessible très prochainement, certainement dans le courant du mois d'avril. Donc, nous reviendrons vers vous par mail pour vous donner le timing. Ensuite, si vous souhaitez aller plus loin dans l'échange, n'hésitez pas à reprendre contact avec les conseillers dans les antennes de la Chambre d'agriculture. Donc, nous sommes à proximité de vos territoires. Nous sommes implantés dans 25 antennes où nous avons des élus référents. Nous, en tant que chargés d'animation territoriale, pouvons être à votre écoute et vous apporter un premier niveau d'information. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et enfin, un petit focus sur 2 temps forts que nous allons vous proposer. Donc, je vous propose d'ores et déjà de bloquer les dates dans votre agenda. Donc, tout d'abord, le 10 juin à Auray. Donc, nous vous invitons, en tant qu'élus de collectivité, à venir échanger sur la thématique alimentation et de venir visiter la station maraîchère d'Auray. Donc, il y a 3 ateliers qui sont prévus. Un premier atelier sur l'alimentation, un deuxième atelier sur l'installation, transmission, économie. Et par rapport au sondage que nous vous avons mis tout à l'heure en ligne, ça peut répondre à une partie de vos questions. Et un autre atelier sur une partie plus technique, expérimentation.
Ensuite, un deuxième temps fort, ça sera le 15 ou 16 septembre, donc la date n'est pas encore définie tout à fait à ce jour. Nous vous convions à la 4e édition de la Journée des territoires au SPACE, où nous abordons justement des thématiques en lien avec les enjeux que vous rencontrez sur vos territoires. Donc, n'hésitez pas à bloquer ces dates dans vos agendas. Voilà, et maintenant, avant de passer la parole à Gaëtan qui va conclure ce webinaire et cette série de webinaires, je vous invite à répondre au petit questionnaire en ligne là, qui vient de vous être remis pour avoir un petit peu votre avis sur la mise en place de ces webinaires. Voilà, et merci beaucoup pour votre participation et vos nombreuses questions. Donc, on reviendra vers vous pour celles qui n'ont pas été traitées. Et merci beaucoup. Je passe la parole à Gaëtan et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Emmanuel. Écoutez, je suis très content de ce webinaire. Il a permis d'avoir ces échanges et surtout vous amener à connaissance un peu ce que fait la Chambre d'agriculture sur les territoires. Et il me semble très, très important que, au vu des différents enjeux, qu'ils soient du foncier agricole dans ses transmissions, dans ses installations, de cette partie économique qui apporte sur les différents territoires l'agriculture, le lien, enfin sur la partie urbanisme, c'est la même chose, le lien que l'on doit avoir avec nous, les élus de territoire et les différentes antennes qui sont sur vos territoires, pour partager bien en amont les problématiques et de travailler ensemble pour essayer de trouver des solutions. Certes, on n'en aura peut-être pas à chaque fois, mais l'élément essentiel, c'est que nous puissions échanger. Donc, sur la partie foncier, vous avez bien vu qu'on a besoin de ce regard sur chaque territoire qui est certainement différent sur cette partie agricole, avec ces personnes qui doivent et qui recherchent de l'installation. Et puis sur cette partie urbanisme, où la charte de l'agriculture et de l'urbanisme qui sont présents sur les différents départements, qui au retour des collectivités, quand même, est un outil très important pour bien positionner les choix de l'urbanisation et qui soit partagé. Et on y veille toujours, c'est vrai, à cette consommation foncière et on sera toujours à regarder de près puisqu'on y pose notre avis. Comme on l'a mentionné à un moment donné, dans tous ces documents qui sont construits, il est essentiel de préserver l'agriculture et donc dans ces diagnostics, de bien regarder où sont toutes ces exploitations, où tous sont ces agriculteurs, pour que demain, on puisse encore nourrir nos Bretons, nourrir nos Français et puis apporter toujours cette économie à nos territoires bretons. Voilà, en tout cas, je vous remercie encore et puis en vous souhaitant une bonne journée et en vous disant à très bientôt, soit sur le SPACE ou pour des prochains webinaires, on verra suivant l'actualité. Merci et bonne journée à vous.